Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Géopolitis. 56 millions d'électeurs sont appelés aux urnes en Turquie le 16 avril pour valider la réforme de la Constitution. Si le président Erdogan emporte la majorité, il disposerait d'un pouvoir absolu sur le pays, sur l'armée, sur l'enseignement, sur la police et la justice. En quelque sorte, un hyper-président dans la lignée des grands sultans ottomans. Extrait de son clip de campagne. İşaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Pour cette édition de Géopolitis, nous recevons Madame Pinar Selek, sociologue, écrivain, exilée en France depuis 6 ans. La justice turque a requis contre elle un emprisonnement à perpétuité, acquitté à 4 reprises. La voilà désormais, une fois encore, mise en inculpation. Après le coup d'État militaire qui a failli le renverser en juillet 2016, Recep Tayyip Erdogan est en passe de se tailler sur mesure le costume du parfait autocrate. L'opposition parlementaire a été muselée, les journalistes réduits au silence, les juges asservis, avec le consentement tacite de l'Occident qui ferme pudiquement les yeux sur les dérives autoritaires du régime. Le tableau est impressionnant, le voici résumé par Mélanie Ohayon. Des militaires main levée qui rendent les armes sur le Bosphore. C'est la fin d'un coup d'État manqué le 15 juillet dernier. En quelques heures, le président Erdogan et la foule de ses partisans ont réussi à renverser la situation. Bilan, plus de 300 morts, plus d'1 millier de blessés. Yapılan teşebbüsün adı vatana ihanettir. Dünyanın her yerinde. Vatana ihanetin cezası neyse bu terör örgütü mensupları da aynı cezaya maruz kalacaklar. Dans les jours qui ont suivi, des purges d'une ampleur sans précédent. Au total, plus de 100 000 fonctionnaires limogés ou suspendus. Des policiers, des militaires, des milliers de professeurs, des centaines de juges. Près de la moitié d'entre eux ont été arrêtés. Les procès contre les responsables présumés du coup d'État ne se font pas attendre. Parmi les premiers accusés, les 47 personnes soupçonnées d'avoir tenté d'assassiner Erdogan. Ils risquent la prison à perpétuité. La presse est aussi dans le viseur d'Ankara. 170 médias fermés, près de 800 cartes de presse annulées et l'arrestation de plus d'une centaine de journalistes. Comme ce coup de filet dans le principal journal d'opposition Cumhuriyet en octobre dernier. Aujourd'hui, plus de 80% de la presse turque est sous le contrôle de l'État. Bonjour Madame Selek. Bonjour. Merci de nous rejoindre dans Géopolitis. Un procureur turc vient de réclamer pour la 4e fois un emprisonnement à perpétuité contre vous. Ça fait 19 ans que la justice de votre pays vous pourchasse, vous poursuit. Est-ce que votre présence ici à Genève, dans le festival du film et Forum international des droits humains, c'est une manière pour vous de poursuivre le combat pour les libertés et la démocratie? Oui, mais ça fait une petite partie de cette lutte que je mène parce que cette épée de Damoclès, il est sur ma tête depuis 19 ans. Donc, je suis restée 2 ans et demi en prison. Quand j'étais sortie, il y avait des milliers de personnes et là, j'avais promis à tout le monde que je vais être plus active qu'avant pour la démocratie, pour la paix et pour la liberté. Et les luttes sont partout et je suis là. Mais en Turquie, aujourd'hui, si on se bat pour les libertés, pour la démocratie, est-ce qu'on a le choix entre l'exil, comme vous, la prison ou le silence? C'était depuis longtemps. Quand j'étais enfant, je savais que tous les poètes que j'aimais, tous les peintres que j'aimais, ils ont ou vécu la prison, ou ils étaient tués, ou ils étaient en exil. Et je savais bien que si je voulais continuer à réfléchir et m'exprimer, militer aussi, il fallait que je choisisse la mort, la prison et l'exil. La mort? Oui, parce que dans les années, par exemple, entre 90 et 95, il y avait à peu près 10 000 intellectuels, militants, se sont tués par on ne sait pas qui. Aussi, quand j'étais en prison, il y avait 45 000 prisonniers politiques. Le poète que j'aimais plus quand j'étais petite, Nazım Hikmet, il est resté 12 ans en prison dans les années 50. Donc, c'était toujours le cas. Mais aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus, dans très court temps, c'est accéléré. L'exil et la prison.
Est-ce qu'aujourd'hui, en Turquie, est-ce qu'il y a encore un espace ou des espaces pour la démocratie? Moi, je pense que oui. Même j'ai fait une thèse là-dessus, sur la transformation de l'espace militant en Turquie. Et quand il y a eu coup d'État en 1980, vraiment, ils ont rasé toutes les mobilisations. Il y avait 1 million de prisonniers politiques dans très peu de temps. La société était muselée. Vraiment. Vraiment. Et après, tout d'un coup, à partir de 85, nous voyons l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, des nouveaux groupes sociaux, les féministes, les LGBT, les antimilitaristes, après les Arméniens, les Kurdes, ils étaient déjà. Il y a des réseaux militants, les communautés militantes qui ont appris des tactiques d'adaptation sur le contexte. Donc, par exemple, quand vous avez vu les manifestations de Place Taksim, c'était génial, mais tout le monde a cru qu'ils ont tombé du ciel. Ils n'étaient pas tombés du ciel, ils ne sont pas vaporisés non plus, ils existent. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Et nous avons vu 8 mars, et toute la place était pleine. Il y avait centaines de mille de manifestants qui criaient pour la liberté. Alors, avant d'aller plus loin dans cet entretien, je vous propose de voir quelques extraits du film qui ouvre le débat, auquel vous allez participer tout à l'heure, et qui ouvre aussi cette 15e édition du Festival du film et Forum international des droits humains. Ça s'appelle Erdogan, l'ivresse du pouvoir. C'est un jeune politicien ambitieux qui déboule en 1994 dans la campagne municipale d'Istanbul. À 40 ans, Erdogan se présente avec l'étiquette du parti islamiste de l'époque. Dans les quartiers populaires, il est sur son terrain de prédilection. Erdogan remporte une victoire historique et devient le premier maire islamiste d'Istanbul. Il entre en force sur la scène politique turque. Il va fonder son propre parti, un parti démocrate musulman sur le modèle des démocraties chrétiennes allemandes ou italiennes. Un parti libéral et pro-européen pour tourner une fois pour toutes la page des pleins pouvoirs aux militaires. Erdogan entraîne dans son sillage les réformateurs du parti islamiste. Il parvient aussi à rallier des libéraux, des politiciens issus de la gauche, tous réunis autour d'un même objectif, l'adhésion à l'Union européenne. Réélu triomphalement pour un deuxième mandat comme Premier ministre, Erdogan va maintenant pousser son avantage. Il veut se débarrasser de l'emprise des militaires kémalistes les plus radicaux qui constituent une épée de Damoclès au-dessus de son pouvoir. Erdogan supporte de moins en moins la critique. Caricaturistes et journalistes sont dans le collimateur, journaux et chaînes de télévision sont censurés, fermés par la force. À l'image de Zaman, premier quotidien du pays, avec 700 000 exemplaires, brutalement réduit au silence. Depuis 10 ans, Erdogan remodèle la ville de son enfance pour en faire une mégapole à la dimension de son ambition politique, démesurée. Comme les sultans ottomans autrefois, il fait bâtir des édifices monumentaux. Il se lance dans des projets d'infrastructures pharaoniques. Le troisième et dernier mandat de Premier ministre d'Erdogan arrive à son terme. Pour rester au pouvoir, il veut devenir président de la République. Il veut placer le président au centre de la nouvelle Turquie, un régime taillé pour lui sur mesure. Si le président Erdogan gagne le référendum le 16 avril, on entend souvent dire que ce serait un tournant dans l'histoire de la Turquie moderne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La Turquie a vécu plein de tournants. Il y a eu génocide, il y a eu des coups d'État, on a vécu plein de tournants. Et chaque tournant, après chaque tournant, je pense que la société a pu se réveiller ou se rétablir. Moi, j'essaie de ne pas être très pessimiste parce que, en même temps, je veux dire que la Turquie n'était jamais démocratique. Il y a un système autoritaire depuis très longtemps.
un système négationniste, un système nationaliste. Et le nationalisme, c'est le problème plus grave, plus important de la Turquie que l'islamisme. Au début du pouvoir du président Erdogan, Premier ministre d'abord, on le voyait ici en Occident comme un islamisme modéré, capable de faire la synthèse entre l'islamisme et puis la social-démocratie. Est-ce qu'on s'est trompé en le voyant comme cela ou est-ce que c'est lui qui nous a trompés? Je ne sais pas qui a trompé ou bien il y a une histoire de tromperie. Moi, je ne lis pas les cancans, je ne connais pas. Mais je peux dire que il faut voir, moi j'essaie de voir plutôt ce qui se passe en Europe, dans le monde entier. Il y a le néolibéralisme qui monte et le néoconservatisme dans chaque pays avec des différentes couleurs. Et ce parti, je ne parle pas d'Erdogan seulement, mais ce courant. Ce courant avec l'AKP, mais d'autres partenaires. Oui, aussi, parce qu'ils étaient plus larges à l'époque aussi, ils étaient avant tout néolibéraux. Et ils ont promis, comme fait Frères musulmans, nous, avec les couleurs d'islam, on peut réussir la néolibéralisation en Turquie. Alors, quand ils sont venus au pouvoir, l'Europe les a beaucoup soutenus parce que ils ont tout de suite fait des lois qui rétrécissent les droits sociaux et qui déstabilisent aussi l'économie en général, donc qui ouvrent les portes à toutes les grands multinationaux. Ce n'est pas parce qu'ils parlaient de démocratie, c'est parce que toutes ces politiques économiques convenaient à l'époque à l'Union européenne aussi. Je vous entends bien. Ouais. Erdogan et son parti, l'AKP, ont gagné, à une exception près, toutes les élections depuis le début. Dites-moi, qui soutient Erdogan, l'AKP aujourd'hui en Turquie? Quelle est cette Turquie qui soutient Erdogan? Alors, si vous me posiez cette question il y a 5 ans ou il y a 6 ans, je pourrais vous donner une réponse un peu plus large. Parce qu'il y a eu beaucoup de libérales de gauche, même en général les libéraux, ils ont tous soutenu. Mais parce qu'il y avait un système autoritaire qui était devenu même mafiotique dans l'État. Mafieux. Ouais. Et la population souffrait beaucoup. Je vous ai dit, quand j'étais en prison, il y avait 45 000 prisonniers politiques et les femmes qui étaient dans mon dortoir étaient toutes violées. En prison. En prison. Donc c'était une époque très très dure. Et Erdogan, quand il était venu, ce mouvement, quand ils étaient venus, ils ont promis l'ouverture et la démocratie. Donc c'était pour cela. Parmi tous vos combats, pour les minorités kurdes, arméniennes, minorités sexuelles, il y a aussi bien sûr le féminisme. Quelle est la situation aujourd'hui de la femme en Turquie? Parce qu'on oublie que dans la Turquie moderne, la femme a été mise en avant, elle a joué un rôle important. Oui, la femme, elle était mise en avant et il y a eu une politique d'égalité, mais pas de liberté. Tous les droits que nous avons, ils sont en danger maintenant. L'avortement, etc., etc. Même dans l'Union européenne, il y a 2 pays, même 3 pays, que l'avortement est interdit. Donc en Turquie aussi, il fait partie de ce courant. Mais il y a 2 jours que j'ai vu sur Internet toutes mes camarades qui manifestaient dehors et je sais bien que le féminisme maintenant, il est ancré dans les sociétés. On va voir les résultats, je crois que dans 5 ans, 10 ans. Parce qu'elles sont comme des fourmis. Elles sont partout, mais elles ne sont pas très visibles. C'était le cas pour les islamistes il y a 15 ans. Ils étaient dans les sociétés, elles travaillaient. Et après, on a dit comment ils arrivent. Mais maintenant, c'est les féministes qui sont partout. Voilà. Merci d'avoir accordé cet entretien. Merci à Géopolitis et puis bon séjour à Genève pour le Festival du film et Forum international des droits humains. Merci. Merci. Pour préparer cette émission, nous avons vu le documentaire Erdogan, l'ivresse du pouvoir, réalisé par Gilles Kayat et Guillaume Perrier, le parcours du président de la Turquie qui nourrit l'ambition de s'inscrire dans la grande lignée des sultans ottomans. Turquie, la dérive autoritaire, c'est un numéro récent du Courrier international. La parole y est donnée aux journalistes du quotidien Cumhuriyet. Certains d'entre eux ont été contraints à l'exil, d'autres ont été inculpés ou emprisonnés. Enfin, dans les archives de la RTS, un reportage de temps présent tourné après le 3e coup d'État militaire en 1980. À cette époque déjà, la démocratie était en danger et c'est paradoxalement l'armée qui apparaissait alors comme l'ultime recours.
Voilà, c'est tout pour cette édition de Géopolitis, rediffusion lundi soir sur RTS2. La rédaction, les équipes du studio vous remercient de votre fidélité. Une belle semaine à vous tous. À bientôt.